on peut influencer, et notre rôle en tant que négociateur, c'est d'influencer, mais je laisse totalement le libre arbitre à l'autre d'y voir un intérêt pour lui ou pas. Malheureusement, dans le langage, au même titre que la manipulation a une connotation négative, il y a une grosse illusion derrière, c'est qu'on peut motiver, et la motivation, en fait, place une attente dans l'autre. Pour moi, c'est qu'on est 100% responsable de 50% de la relation. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, quel plaisir de vous retrouver comme tous les matins. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet central qu'on fait toute la journée. Nous allons parler de la motivation avec mon invité qui s'appelle Éric Blondeau. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour Philippe. Vous êtes coach, auteur et expert des mécanismes comportementaux et décisionnels dans des environnements à forts enjeux. C'est ce que j'ai écrit. C'est ce que je vois sur votre fiche. Concrètement, ça veut dire que ce qui vous intéresse, c'est les mécanismes qui sont en place dans la prise de décision et dans le passage à l'action. Voilà, c'est en fait essayer de trouver des invariants chez les humains qui font qu'on arrive à comprendre, diagnostiquer, deviner et peut-être influencer dans leur prise de décision. Influencer, ça c'est intéressant. Influencer, mais pas manipuler. Manipuler, c'est un mot qui existe dans la langue française, qui vient du latin manipulare, qui veut dire emmener par la main. Le problème, c'est que dans la connotation du mot, dans notre socioculture, il y a une connotation négative, qui est de dominer, de prendre. Or, on manipule toute la journée. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous l'enveloppez, donc déjà vous attendez de créer une surprise. Quand vous invitez quelqu'un pour un anniversaire et que vous faites une soirée, vous le manipulez. Quand quelqu'un est mourant, vous ne lui dites pas toute la vérité, vous le manipulez. Quand vous voulez faire effectivement une surprise dans un événement particulier, vous le manipulez. Donc la manipulation, elle fait partie de la relation à l'autre. La connotation est négative, or, dans la seule chose qui fait sa différence, c'est l'intention. Et c'est dans l'intention que l'on peut diagnostiquer des manipulations qui sont augmentantes, aidantes, et c'est celles que je préconise, de celles qui sont du domaine de la démagogie ou qui créent et qui n'ont qu'une seule intention, c'est de prendre ou de dominer. Et tout le livre est écrit autour de celles qui sont là pour augmenter la relation. Et votre livre s'appelle #Négo, c'est chez Plomb. Qu'oseriez-vous négocier si vous n'aviez pas peur? Vous l'avez dit, négocier, on le fait toute la journée. On négocie avec sa femme, avec ses enfants, avec son patron, avec... Pour ceux qui ont une femme, un patron, effectivement. Et pour les autres. Mais pour tous ceux qui sont en relation avec quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. La question est comment faire pour que l'autre accepte librement ma proposition en utilisant son mode de pensée. C'est ça votre définition de la négociation? Ça, c'est le motto qui me permet d'œuvrer dans la négociation. Et en fait, tous les cours que je donne sont autour de cette phrase-là. Mais je crois qu'il faut revenir sur la définition même de la négociation. Et dans le taxi, parce que je pensais que la question allait arriver, j'ai trouvé une définition sur Wikipédia qui m'a beaucoup plu, et j'ose la citer. C'est que la négociation, c'est la recherche d'un accord centré sur les intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs, et ça c'est intéressant, dans un temps limité. Aussi, la notion de temps est importante dans la négociation. La recherche d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points que chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de concessions mutuelles. J'ai adoré cette définition-là. En fait, j'aurais aimé la trouver tout seul, mais elle était... Elle était sur Wikipédia. J'ai sauté dessus. Alors, il y a la manipulation, enfin la négociation, du quotidien, mais il y a la négociation qui est complexe. Donc, c'est pas toujours la même chose. Est-ce que ce sont les mêmes mécanismes qu'on utilise? En fait, elles sont toutes complexes. Elles sont complexes dès qu'il y a du vivant face à face. Elle est complexe parce que autrefois, on ne pouvait pas appeler ça de la négociation quand le monde était linéaire. Le monde est devenu complexe et la complexité répond à quatre particularités. C'est que c'est irréversible. Une fois qu'on a commencé à converser, vous et moi, on ne peut plus revenir en arrière. On a une interdépendance, c'est que les questions que vous me posez ont une résonance chez moi. C'est imprévisible, j'ai aucune idée des questions que vous allez me poser. Et il y a des invariants flous, c'est qu'il y a vous, il y a moi, mais on est des êtres vivants. Donc je ne sais pas dans quelle humeur vous êtes ce matin, et vous ne connaissez pas mon humeur, sauf que je suis arrivé un peu en avance à votre émission. Et de quelle humeur êtes-vous? Je suis d'une humeur joyeuse.
ces 4 propositions que vous venez de nous faire, c'est important, c'est fondamental, c'est la base. C'est la base, oui. C'est la base. C'est comme la mayonnaise, vous dites. Oui, je prends souvent l'exemple de la mayonnaise pour ceux qui en ont déjà mangé, bien évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Mais la mayonnaise, l'œuf, quand vous avez fait votre mayonnaise, vous pouvez pas reprendre le jaune d'œuf et le remettre dans la coquille. Vous pouvez pas reprendre le sel et le remettre dans la salière. C'est imprévisible. Il n'y a aucune recette de mayonnaise sur Internet aujourd'hui. Il y a une marque qui le fabrique de manière industrielle, mais on n'a pas de recette. On a les ingrédients, ils sont flous. On ne connaît pas. Parce que vous mettez de la moutarde dans la mayonnaise, voilà, ce qui est à voir. D'autres après, chacun va y mettre ses ingrédients. Donc en fait, la recette de la mayonnaise est très facile à utiliser pour exprimer ce que sont les systèmes complexes en fait. Dans vos formations, vous posez toujours un certain nombre de questions. La première, c'est peut-on motiver une autre personne ? Qu'est-ce que vous obtenez comme réponse à cette question ? Dans 90% des cas, les gens disent oui. Or, je démontre le contraire, c'est-à-dire que la motivation, c'est un processus endogène. Endogène, ça veut dire qu'on répond à une proposition exogène, c'est-à-dire qu'on répond à une sollicitation extérieure. Mon voisin, derrière mon patron, vous l'avez dit, mais aussi dans le cas d'une vente ou d'une fusion ou d'une acquisition, en fait, on répond à un tiers. Et donc, c'est cette interprétation avec notre grille de lecture qui fait que je vais réagir avec effectivement une appétence pour répondre à cette proposition, ou au contraire, je vais être dans le rejet. Par exemple, si vous avez pris du plaisir à lire Négo, la première fois, je peux essayer de vous proposer 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est pas parce que vous avez eu du plaisir une fois. Au bout de la 100e fois, vous aurez un effet de rejet. Donc le livre n'y est pour rien. C'est la réaction que l'on a, ou même manger de la mayonnaise, si vous voulez. Au bout de la première fois, j'y prends du plaisir. Au bout de 7 kilos de mayonnaise par jour, à un moment donné, j'aurai mon opinion et j'aurai mon libre arbitre qui fait que je cesserai d'aimer ça, effectivement. Mais donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas motiver les gens. Ça, c'est une illusion. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une véritable illusion et c'est pas un effet de langage. On peut influencer et notre rôle, en fait, en tant que négociateur, c'est d'influencer. Mais je laisse totalement le libre arbitre à l'autre d'y voir un intérêt pour lui ou pas. Malheureusement, dans le langage, au même titre que la manipulation a une connotation négative, il y a une grosse illusion derrière, c'est qu'on peut motiver. Et la motivation, en fait, place une attente dans l'autre. J'ai une des règles pour moi, c'est qu'on est 100% responsable de 50% de la relation. Mais attendez, arrêtez-vous, parce que ça aussi, c'est central dans votre livre. Oui, on est responsable que de la moitié de la relation, en fait. On est 100% responsable que de la moitié de la relation. Ouais. C'est-à-dire que quand vous m'avez proposé de participer à cet entretien, c'est votre responsabilité de proposer que l'entretien est l'axe de l'entretien. Et moi, je vois si j'y vois un intérêt pour moi. Et le fait qu'on soit là tous les deux fait que dans notre tête, on a trouvé suffisamment d'éléments pour faire qu'on soit assis l'un face à l'autre à cette seconde. Mais par exemple, j'ai fait avec vous quelque chose que je ne fais jamais avec les invités. Qu'est-ce que c'était ? C'est par exemple, je vous ai donné des axes d'entretien. Parce que vous me les avez demandé. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Donc c'est très intéressant. Mais moi j'ai. C'est ça qui m'a encore plus intéressé. Vous voyez ? J'ai dit c'est pas vrai. Comment ai-je pu lâcher ça ? Ouais, exactement. Comment est-ce que mais c'est quoi ? Et je me suis dit, c'est pour ça que je vous les ai envoyés aussi tard. D'ailleurs, je me suis dit, je vais lui envoyer dimanche matin. Voilà. Mais c'est marrant. Mais ça aurait pu être envoyé une seconde avant. Ce qui m'intéressait, c'était de diagnostiquer l'intention, car il n'y a pas d'acte sans intention. Et votre intention m'intéressait fortement. Bien. Donc ça, c'est un peu intéressant. Vous nous expliquez que vous avez travaillé avec l'ancien entraîneur national de l'équipe de rugby d'Australie sur un concept, celui du Learn Instinct. Learn Instincts. Lui, c'est un motivateur, pourtant. Non. Enfin, que les gens croient qu'il soit motivant, c'est une chose, mais en fait, la réaction de l'autre en est une autre. Je travaille beaucoup dans le monde du sport de haut niveau, dans le monde de l'entreprise aussi, et les entraîneurs que j'accompagne aujourd'hui ont compris qu'ils étaient des influenceurs et qu'ils avaient tout à fait intérêt à laisser la responsabilité à l'autre d'œuvrer sur le terrain. Et plutôt que de cesser de dire, et qu'ils cessent de dire, en fait, fais comme je te dis, et tu verras, ça va marcher. Malheureusement, il reste beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui dans le monde du sport qui sont coincés dans ce monde-là, et qui parlent d'eux, et qu'ils parlent de leur sport, qu'ils parlent de leur succès, et qui espèrent que de manière top-bottom,
bottom, on puisse imposer un match. Or, les matchs, en tout cas dans le domaine du sport ou de la négociation complexe, n'ont jamais existé. Le prochain n'a jamais existé, il n'a jamais été joué. Donc, ce qui est intéressant, c'est de délivrer, en fait, d'autoriser les sportifs ou les entrepreneurs à libérer leur potentiel sur le terrain. Mais si je leur parle de moi et de mon passé, en fait, c'est que je suis mu par la peur qu'ils échouent. Et on n'est plus dans la haute performance à ce stade-là. Deuxième question que vous posez quand vous êtes en formation, c'est dans quel espace-temps se trouve la cause déterminante de 100% de nos décisions ? Alors, le passé, le présent ou le futur ? Oui, la question est tordue, bien évidemment, parce que ce qui m'intéresse, c'est de prendre l'esprit à contre-pied. Dans quel espace-temps, le passé, le présent, futur, se trouve la cause déterminante, et le mot déterminant est très important, de 100% de nos actions. Et effectivement, j'affiche 100% des actions. Et là, tout le monde, en général, répond ça dépend. Or, en mécanique comportementale, ça ne dépend pas. Le cerveau, il a une mécanique qui est unique. Dans le monde entier, elle est universelle. Quelle que soit la couleur de peau, l'origine, le métier, l'âge, en fait, il y a une mécanique qui est irréversible. Elle est mue. On n'est que hormones et électricité. Et en fait, notre cerveau ne nous a pas été donné pour penser, il nous a été donné pour agir. Donc, quand il entend une information ou il voit une information, donc ça vient par les sens, il va réagir par rapport à ça et il va passer à l'acte. Donc, la question, elle est où se trouve la cause déterminante. Déterminante, c'est celle qui va être, en anglais, on appelle ça le trigger, c'est celle qui va déclencher l'action. Et en fait, les réponses qui me sont données, elles sont assez aléatoires. Les gens, on peut avoir 30%, 33, c'est pas gênant. Mais en fait, il y a très peu de personnes qui répondent de manière juste par rapport à la mécanique comportementale. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Dame Nature. C'est que 100% de nos actions sont déterminées par une projection mentale dans le futur. Quand vous m'avez appelé, on ne se connaissait pas, vous avez imaginé tout seul que ça pourrait faire l'objet d'une bonne émission. Quand j'ai décidé de venir, j'ai fait une projection mentale. Quand je prends l'exemple, par exemple, de la voiture, quand on accélère en voiture, c'est pour un bénéfice futur. Quand on freine en voiture, c'est pour un bénéfice futur. Quand on fait le plein en voiture, c'est pour un bénéfice futur. C'est pas parce qu'on est arrivé à la station. Quand on épouse quelqu'un, c'est pour un bénéfice futur. Quand on divorce, c'est pour un bénéfice futur. Quand on décide de prendre des notes, c'est pour un bénéfice futur. D'ailleurs, quand on vote à une élection présidentielle, on n'élit pas les gens sur un bilan, on les élit sur la capacité, une projection mentale, pas leur capacité, c'est ça qui est dingue, mais ce que je comprends de leur capacité, ce qui est encore plus tordu, et donc tout l'aspect démagogique ou manipulatoire, pour le coup, de profiter de la capacité du cerveau des gens pour effectivement les faire rêver qu'un tel slogan fera que si je suis élu, vous gagnerez, est une illusion manipulatoire qui existe depuis très très longtemps. Mais là, ça s'appelle profiter de l'illusion des gens. C'est l'inverse de ce que j'appelle la négociation. Et puis la troisième question que vous posez, c'est à votre avis, quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à agir ? Donc qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer à l'action ? Là, c'est un long sujet. On a combien de temps ? Très peu de temps. Avant la pub. Voilà. Mais après la pub, on a du temps. Donc si vous voulez négocier de gagner du temps, c'est bien, c'est fait. Vous avez gagné du temps. Le temps d'une page de pub. Alors on parle de négociation avec mon invité qui s'appelle Éric Blondeau, qui a écrit un livre très utile, très renseigné et très complet qui s'appelle #Négo chez Plon. À quoi le hashtag renvoie-t-il dans votre livre ? Parce que le hashtag reflète des mots dans leur globalité. Et donc j'ai essayé de trouver, sans prétention, d'utiliser un signe qui permet d'identifier la négo comme étant, les angles que je propose comme étant universels. Et c'est pour ça que le hashtag s'est imposé à moi comme étant une des conventions de lecture plus faciles à identifier. Bon, la négociation, c'est important. On négocie toute la journée, même quand on s'en rend pas compte. Après avoir lu le livre, vous n'aborderez plus jamais une négociation de la même façon. Parce que la base de votre méthode, c'est le questionnement, quand même. Un petit peu, oui. Oui. À quoi vous pensez ? Au questionnement, dire la façon de poser des bonnes questions. Non seulement il faut écouter l'autre, mais surtout lui poser beaucoup de questions et des questions qui soient, on va dire, pertinentes. Alors, il y a un mot qui dit chez les négociateurs, c'est que un bon négociateur, ce n'est pas quelqu'un qui pose beaucoup de questions pertinentes, c'est surtout quelqu'un qui obtient des réponses à ces questions. Exemple. Non, exemple d'une question, par exemple, qui pourrait être utile. Je l'ai fait il y a 2 secondes, vous ne l'avez pas vu, c'est que j'ai demandé qu'entendez-vous par là, puis vous m'avez répondu sur les questions. Donc vous ne l'avez même pas remarqué, c'est que vous avez continué à parler dans la même dynamique. Mais bon, je vais donner un exemple, surtout sur celle qui ne mène à rien.
Toutes les questions qui commencent par est-ce que, ne pensez-vous pas, êtes-vous d'accord avec moi, sont des questions qui sont égocentrées, qui ne s'intéressent pas à l'autre, c'est-à-dire qu'elles cherchent une approbation chez l'autre. Donc malheureusement, dans nos sociocultures, on ne nous a jamais appris à questionner, on nous a appris à répondre et on nous a programmé à répondre depuis la plus petite enfance. Donc le questionnement n'est pas quelque chose de spontané et en tout cas sur lequel on n'a jamais été éduqué, formé. Or, le cerveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il répond à une résonance avec les stimuli qu'on lui envoie, un regard, un mot, un email, un SMS, et notamment aussi une question qui rentre par les oreilles. Donc, juste si la personne n'a pas les deux doigts dans les oreilles et entend effectivement ce que vous lui dites, son cerveau ne pourra pas ne pas répondre. Peut-être qu'il va vous mentir, peut-être qu'il va être taiseux, mais son cerveau va faire le job. Et alors, donc, dès qu'on utilise des questions comme « est-ce que, ne pensez-vous pas ?», vous voyez que ces questions sont orientées sur moi, pour que j'ai raison et que mon ego puisse s'exprimer. Or, dans l'approche que je préconise, et notamment dans la structure du questionnement, je mets 3 leviers dans chacune des phrases. Le premier, c'est l'intention. C'est-à-dire que mon intention, elle est vraiment d'essayer de comprendre, de découvrir, de vous augmenter. C'est-à-dire mon intention, elle n'est pas d'avoir raison, ni même de chercher une approbation chez vous. J'essaie de comprendre comment vous réfléchissez. Premier levier, c'est l'intention. Deuxième levier, c'est le scope, le territoire de la question. Si je vous dis combien d'auditeurs avez-vous ? Combien d'auditeurs avez-vous à Paris ? Combien d'auditeurs avez-vous à Paris entre 9h et midi ? Vous voyez bien que la réponse ne sera pas la même. Si je vous demande la même chose pour Marseille ou d'autres régions, vous n'aurez pas la même réponse. Donc je peux, par ma question, aller cibler exactement un type de réponse dans votre cerveau. Et combien d'auditeurs à Paris entre 9h et 10h sont-ils des hommes ? Et des hommes de 35 ans et plus. Vous voyez, je peux creuser et vous allez, avec l'indexation qui est celle de votre cerveau, trouver une réponse qui me permet de mieux vous comprendre. Et troisième levier, qui est le plus spectaculaire, c'est que notre cerveau est structuré un peu comme un disque dur, c'est-à-dire que je peux comprendre ce qui est votre histoire, votre passé, tel que vous l'avez structuré. Car dans le cerveau, il n'y a pas de nerfs, ce n'est que des mémoires que vous avez stockées. Vous les avez stockées par rapport à une arborescence particulière en fonction des priorités qui sont les vôtres et de votre éducation à la base. Donc vous avez un connu. En tout cas, vous avez un connu perçu, parce que ce que vous connaissez de moi ne fait pas ça de moi. Vous aurez simplement une petite mémoire de notre rencontre, comme moi j'aurai une petite mémoire de notre rencontre, mais ça ne fait pas ça de vous pour autant. Donc en tout cas, vous l'avez stocké et j'y ai accès. Donc premier levier, je peux vous demander votre opinion. Que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment dans la rue ? Que pensez-vous de la personne qui est à côté dans le studio ? Votre opinion, vous allez me la donner, et elle est vraie pour vous, donc je vais l'entendre en tout cas. Et puis je peux rajouter quelque chose, et c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement je peux avoir une réponse connue ou une opinion de votre part, mais je peux rajouter quelque chose qui fait que je peux piloter le type de réponse que vous allez me donner, en disant par exemple, en vous amenant à l'insu de votre plein gré à élaborer une réponse. C'est-à-dire vous ne l'aviez pas en tête et maintenant, avec un format de question, je peux vous aider à élaborer une réponse du genre nous sommes dans un studio aujourd'hui, il y a 3 personnes. Si mon épouse rentrait dans le studio et qu'elle tenait dans sa main notre chien, à votre avis, comment se comporterait le chien ? Vous êtes en train de réfléchir à des probabilités. Et donc, j'ai un chien, vous savez ce que c'est. Mon épouse, vous l'imaginez. Mais je viens de rajouter quelque chose dans votre tête et votre cerveau ne peut pas ne pas y répondre. Donc, 3 leviers dans chacune des phrases. L'intention, le territoire de la question et derrière, le format. Est-ce que je veux votre opinion ou du connu et où je peux vous aider à vous projeter dans l'avenir, dans une situation auquel vous n'aviez pas réfléchi. Et quel usage dans le questionnement que vous élaborez faites-vous du pourquoi ? C'est intéressant. Le pourquoi, je ne pose jamais la question. D'ailleurs, tout à l'heure, vous m'avez posé une question, j'ai dit « qu'est-ce que ?» et je n'ai pas dit « pourquoi ?» vous me posez la question. Parce que le pourquoi a une relation avec notre enfance et qui est assez inconsciente. Premièrement, si je vous demande « pourquoi vouliez-vous que l'on fasse un entretien sur Nego ?» Vous allez remonter dans votre mémoire et vous allez dire parce que vous aviez trouvé un bénéfice futur il y a 1 mois dans votre tête pour servir vos intérêts. Donc le pourquoi, si je vous demande un pourquoi, vous allez spontanément me sortir quelque chose que vous avez mémorisé à l'époque. Donc c'est pas intéressant. En revanche, si je vous dis quels sont les 3 éléments qui ont fait que vous avez pensé que c'était intéressant de faire un interview, je vais vous amener à reconsidérer le passé et à trouver 3 éléments.
première réponse sur le pourquoi. Le deuxième pourquoi, donc ça m'intéresse pas de savoir pourquoi, parce que vous allez me ressortir une banalité, mais à vous faire recréer le passé, là je vais peut-être apprendre quelque chose. La deuxième réponse du pourquoi, elle vient de notre enfance, c'est pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas rangé. Donc je peux tomber en lançant la pièce en l'air sur un pourquoi qui va se sentir coupable et qui va devoir se justifier. Donc ce pourquoi-là, il ne m'intéresse pas. Mais malheureusement, je lance un vrai pourquoi pour comprendre, pour découvrir. Mais la réponse que vous allez me donner, malheureusement, elle peut tomber sur parce que vous allez vous justifier ou vous débattre. Or, je tiens à vous amener dans un élément constructif où on trouvera un intérêt tous les deux à travailler là, ensemble. Bien sûr, on parle de négociation. Donc effectivement, donc pas de pourquoi. Enfin, j'évite vraiment, s'il sort spontanément de ma bouche, ce que je voulais faire, quelles étaient les deux raisons qui ont fait, les trois raisons qui ont fait. Je vais rebondir, il va sortir spontanément parce qu'il fait partie de notre éducation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on balance à nos gamins en permanence. Donc, quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à agir? Alors évidemment, il y en a beaucoup dans votre livre, il y en a 11. Je ne vais pas vous demander les 11, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un agit, passe à l'action? Donc, il passe à l'action parce qu'il est en réaction à un stimuli, encore une fois, et son mental va se projeter dans le futur en trouvant les intérêts pour lui. Mais le premier élément, en fait, je vais les lister les 11, c'est qu'est-ce qui affecte quelqu'un, sa perception de la situation, sa connaissance ou méconnaissance de la situation, ses émotions, la peur, la joie, la colère, le dégoût ou la tristesse. Ça peut être aussi son besoin de faire quelque chose qui est un manque, ça peut être les croyances, il faut, je dois, normalement, d'habitude, on va retrouver ça, ou alors les autres, je le fais parce que j'ai un référentiel parental ou des amis, ou on est un groupe, on est une équipe, on est une entreprise, on est un pays éventuellement, et puis aussi mes points forts, mes points faibles, et puis une chose assez intéressante, c'est les personnages. C'est-à-dire que quand vous êtes assis en face de moi, j'ai peut-être le père d'eux, en tout cas j'ai le fils de quelqu'un, j'ai peut-être l'ami d'eux, donc il y a différents personnages. Et si je vous demande, en tant que citoyen, comment réagissez-vous à cet entretien? Maintenant, en tant qu'animateur, comment réagissez-vous? Vous voyez qu'il y a différents leviers. Il faut identifier la personne à qui vous parlez. Donc, il y a plein de causes qui, en tout cas, je les ai identifiées. J'en ai trouvé 11. Et pour avoir habité dans plein de pays, j'ai pas vu une incongruence avec aucune socioculture, en tout cas là-dedans. On a tous des perceptions, tous des émotions, tous des croyances, tous des besoins. Tant qu'on est vivant, en tout cas, on a tous un réseau, puisqu'on est dans une société. Donc on a tous des relais. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre, c'est pas parce qu'on l'a tous que à cette seconde, d'autres personnes vous influencent dans les questions. Peut-être que vous êtes dans la compréhension, dans la connaissance. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous réfléchissez et de comprendre, en fait, l'intérêt de notre entretien aujourd'hui. Et quand on est en posture de négociation, eh bien, c'est important de savoir quelle est la posture de la personne qu'on a en face de nous. Ça, c'est super important. Oui, parce que notre ego nous fait croire, on n'a tous qu'un petit cerveau, et dans notre cerveau, on pense avoir le monde entier, parce qu'on n'a pas autre chose, et c'est ça le paradoxe. C'est qu'en fait, on n'a pas autre chose pour se faire une opinion, et donc on est certain d'avoir tout compris sur le bien, le mal, le normal, le bizarre. Et donc, dans l'approche que je recommande, en tout cas, c'est que, puisque je suis sûr de moi, j'ai pas besoin de l'autre. Or, en fait, si je dois, et c'est la phrase que vous avez lâchée tout à l'heure, c'est comment faire pour que l'autre accepte librement ma proposition en utilisant son mode de pensée. C'est que si je me prive de comprendre son mode de pensée par le questionnement, je passe à côté de tout et je vais me créer moi-même mes propres illusions, donc mes désillusions, et nous sommes les seuls responsables de nos frustrations qui sont la conséquence du delta entre l'illusion et la réalité. Vous avez parlé de l'ego tout à l'heure. Qu'est-ce que vous appelez, vous, la posture négo? Alors évidemment, négo, ça passe pas forcément à la radio, mais le N est détaché de l'ego. La négociation, pour moi, c'est le non-ego. C'est-à-dire que je m'intéresse vraiment à l'autre, et c'était une approche sincère. Parce qu'en fait, c'est un secret que je donne dans le livre, c'est que si vous êtes dans le care, c'est vraiment l'intérêt, vous n'aurez plus jamais peur si vous vous intéressez vraiment à l'autre. C'est parce que vous êtes dans le scare que vous avez peur que l'autre ne réponde pas à vos attentes. Or, inconsciemment, on a des attentes, ou consciemment, on a des attentes dans une négociation, lors d'une fusion-acquisition, lors d'une négociation de prise d'otage, lors d'une négociation avec un sportif. On a une attente effectivement, qui est de la performance derrière, qu'on ait un résultat qui plutôt viendrait de nous. Or, si je me prive de votre regard sur la situation, je serai dans mon ego et non pas dans la négo. Et cet ego-là, il nous aveugle. Et plus on s'enfonce seul dans les méandres de l'inconnu, plus la peur nous rattrape, plus on devient rigide, plus on devient con, en fait.
Il y a plusieurs acteurs dans une négociation. Qui c'est qui est le vainqueur ? Déjà, c'est très intéressant. Et qu'il y ait plusieurs acteurs, la réponse c'est oui. C'est ce que j'appelle les parties prenantes dans la négociation. Et souvent, ces parties prenantes sont invisibles. C'est-à-dire que quand vous êtes là, j'ai posé la question avant qui pilote ce studio. J'ai appris le nom du président. Et il a déjà une influence. Et j'ai appris aussi que vous avez aussi le programmateur qui a une influence sur vous. Pourtant, il n'est pas dans la pièce. Donc, J'adore. il n'est pas dans la pièce, mais il est dans votre tête, et donc c'est suffisant. Donc j'ai besoin de comprendre l'impact des parties prenantes. La deuxième partie de la question... Vous êtes joueur, hein ? Pourquoi je ne le serais pas pourquoi non, pourquoi pourquoi non, vous êtes joueur. Je trouve que la négociation, c'est un jeu. C'est un jeu. Est-ce que ça veut dire que finalement, dans une bonne négociation, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de vainqueur ? Non, mais c'est sur le mot vainqueur que je m'élève fortement. Il n'y a pas de vainqueur parce que, en fait, on ne connaît pas le résultat. Il n'y a pas d'arbitre dessus. Même dans un match, les deux équipes rentrent sur le terrain pour être un vainqueur. Et en fait, j'ai découvert au Japon un art qui s'appelle le Kyodo. Le Kyodo, ce sont des très grands arcs de 2 mètres de long. Et puis, je leur ai posé la question, comment faites-vous pour essayer de toucher la cible le plus souvent possible ? Et ils m'ont donné une clé que j'utilise dans le livre, c'est qu'ils se concentrent sur le process. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas entre la pointe de la flèche quand ils bandent l'arc et la cible, ils ne vont pas plus loin. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur le process pour viser quelque chose, pour travailler sur l'intention de toucher le centre de la cible et non pas vouloir toucher le centre de la cible. Et entre l'intention et le vouloir, dès qu'on met « je veux gagner »,« je veux acheter ça »,« je veux réussir », dès qu'on est dans le vouloir, on met en fait une intention dans un espace qui ne nous appartient pas, c'est le bout de la flèche et la cible. Et entre la cible et le bout de la flèche, il y a à peu près 60 mètres qui ne m'appartiennent pas et qui vont générer de la peur. Éric Blondeau est notre invité ce matin, expert en négociation, qui a écrit justement un livre qui s'appelle #Négo chez Plomb. Votre citation préférée, quand on part, on ne part pas avec ce que l'on a, mais avec ce qu'on en a donné. C'est de vous, ça ? Non. C'est d'un inconnu, en tout cas, mais elle m'a beaucoup touché. C'est peut-être pas ma préférée, parce que je crois que chaque citation a une intention derrière. Mais en tout cas, c'est celle que je voulais laisser à la fin du livre. Pourquoi ? Parce que... justement, c'est qu'on ne part pas pour prendre ou dominer, on part parce qu'on a laissé une trace. Et je voulais laisser une trace. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? C'est que j'ai la chance d'avoir plein de clients et de travailler depuis des années sans avoir à chercher, en tout cas à marcher, il est là. Mais je me suis dit, je touche pas assez de gens. Et si je peux, grâce à la lecture, et en fait c'est simplement du papier et de l'encre, arriver à toucher le mental de certaines personnes et qui se libèrent de l'emprise de ce... Pour moi, l'expression lâcher prise a pas de sens. Je sais que ça va gonfler un paquet de personnes, mais c'est plutôt lâcher l'emprise du mental qui m'intéresse. Et donc, dans les conversations que j'ai eues avec mes clients et en tout cas toutes les personnes que je côtoie, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose pour toucher davantage de monde. Et donc, c'est cette intention-là qui était derrière cette citation, c'est de laisser quelque chose derrière. Dans une négociation complexe, nous démarrons par ce que vous appelez le dilemme du prisonnier. Qu'est-ce qu'on appelle ce fameux dilemme du prisonnier ? Donc je viens de faire un post sur LinkedIn exactement là-dessus mardi dernier. C'est que le dilemme du prisonnier, c'est un dilemme où donc on a 2 prisonniers qui sont à qui on propose un deal, on propose une négociation. C'est que si vous dénoncez l'autre, vous prendrez moins de prison. S'il vous dénonce, vous ne dénoncez pas, vous serez seul à les prendre. Et donc on essaie de trouver une alternative dans cette négociation qui en fait n'en est pas une. Et ce qui est intéressant dans le dilemme du prisonnier, c'est qu'il était utilisé dans beaucoup de cours de négociation pour montrer l'importance de la relation à l'autre. Or, ce dilemme-là, il n'est présenté qu'une fois. C'est-à-dire qu'on vous laisse une chance et après, vous subirez. Or, pourquoi je l'ai pris, c'est que le monde de la négociation a évolué. On n'est plus dans un monde linéaire où on peut dire s'il y a ça, donc il y aura ça. On est dans un monde complexe, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et l'avantage des négociations, c'est qu'on va avoir du rebond derrière. C'est-à-dire que si vous êtes contre moi à un moment donné, vous êtes en opposition, ou on a une objection de votre part, ça ne va pas éteindre la négociation pour autant. Ce qui m'intéresse, c'est votre objection.
Parce que votre objection est une réponse. Si vous me dites non, c'est que vous dites oui à autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse. Et d'aller au-delà du dilemme du prisonnier, c'est que nous ne sommes pas prisonniers de nos égos, nous ne sommes pas prisonniers d'une situation. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le futur ensemble et d'aller au-delà, même développer une relation qui va être encore plus riche que ce que nous avions au départ, puisque nous étions tous les deux dans nos illusions. Donc le dilemme du prisonnier montre la fin d'une époque linéaire sur la négociation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de si-non. Et le non, pour moi, est une des clés. Les oui ne m'intéressent pas. Parce que vous me dites oui, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Vous me dites oui parce que vous avez peur. Vous me dites oui parce que vous n'osez pas dire non. Vous me dites oui parce que vous êtes démuni. Alors que le non m'intéresse. Et donc, c'est-à-dire que le oui, vous l'exploitez moins qu'un non ? Le non, il est certain. Le non, c'est un mode de défense parce que j'ai un oui masqué. Souvent, les gens ne le savent pas. Ils ont non, je ne peux pas. Parce qu'ils pensent à autre chose derrière. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est d'aller capter ce moment-là. Le non est très, très riche parce qu'il protège d'un oui. Et or, comme nous ne sommes pas programmés à poser des questions, le non devient très personnel. Si vous me faites une objection, je la prendrai contre moi. Or, ce qui m'intéresse, c'est vous. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment vous réfléchissez. Donc, votre non, il prend de la valeur. Et donc, lâcher l'emprise du mental, c'est ce côté du dilemme du prisonnier, c'est que nous sommes coincés dans des non alors que ce sont des ouvertures. Donc, il y a des étapes dans une négociation. Ça, c'est très important et important de les respecter. C'est une question ? Ou c'est un statement, une affirmation ? C'est une question. Elle ne ressemble pas à une vraie question. Ouais. Est-ce qu'il y a des étapes ? Non, je vais dire oui. Quelles sont les différentes étapes d'une négociation ? Ça, c'est intéressant. Quelles sont les différentes étapes ? Nous avons des attentes dans notre tête et malheureusement, nous aimerions obtenir un oui très rapidement. Parce que nous sommes tellement intelligents et nous comprenons tellement de monde avec notre petit cerveau que nous avons compris tous les avantages pour l'autre de dire oui à notre négociation. Or, ça ne se passe pas comme ça, puisque votre cerveau a peur. La première émotion qui vient, c'est que dès que j'ouvre la bouche, c'est qu'est-ce qu'il va dire, pourquoi il ne me parle pas de moi, mais il me parle d'autre chose. Donc, les étapes, elles respectent la structure de la pensée. La première étape, c'est vous découvrir. C'est que le sujet est plus important que l'objet. J'ai envie de savoir qui vous êtes. Donc, je veux vous découvrir. Je vais d'abord parler au sujet. La deuxième étape, je vais essayer de découvrir les enjeux du fait que nous soyons, qui font que nous soyons l'un en face de l'autre aujourd'hui. J'ai envie d'acheter votre appartement. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ce qu'est cet appartement. Ensuite, troisième étape, c'est la validation. C'est que je vais essayer de comprendre vos attentes et je vais les valider. Je vais faire en sorte que même vous les nommiez, parce que si vous les nommez, vous scellez en fait vos attentes. C'est-à-dire que j'ai compris là où vous placiez vos enjeux. Et la quatrième étape, qui est l'étape magique, c'est que je vais essayer de rajouter autre chose, comme je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai dit que mon épouse rentrait avec un chien. C'est que je vais essayer de rajouter quelque chose dans notre expérience pour que vous trouviez un intérêt supérieur à négocier avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qui fait dans le monde de l'entreprise et dans le monde de la haute performance dans laquelle je travaille, c'est que si on est dans les 3 premières étapes, on est en fait dans ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Un acheteur, un vendeur, une entreprise, un marché, un pays. C'est-à-dire qu'on est dans l'excellence opérationnelle. Un entraîneur, un sportif. C'est-à-dire que chacun connaît son rôle. Et si on ne dépasse pas l'excellence opérationnelle, en fait, chacun va négocier sur le prix. Il va demander à baisser le prix et augmenter la qualité. Donc la phase 3 et la phase 4 sont très importantes de les sceller parce que je n'existerai pas dans la tête de l'autre si je ne vais pas toucher un bénéfice futur supérieur pour lui. Et la 5e étape, elle est nécessaire aussi, c'est de sceller en fait notre accord par un oui qui ne soit pas un oui défensif ou masqué, mais un oui qui montre que vous êtes satisfait parce que vous avez dans votre tête visualisé l'intérêt du bénéfice futur de continuer à travailler avec moi et de m'inviter dans votre futur. Et si on bug dans la 5e étape, on redémarre à la 2, on redémarre à la 3. En fait, c'est un processus vivant. C'est certainement pas linéaire. Mais en tout cas, c'est un processus qui respecte la structuration de la pensée dans le cerveau. Et si on veut prendre un peu de champ, on peut peut-être utiliser ce que vous appelez la stratégie du drone. Qu'est-ce que vous appelez la stratégie du drone ? Oui, elle existe. Elle est imbriquée dans ce que j'ai décrit. C'est que le drone, encore une fois, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de votre programmateur pour la radio et du propriétaire de cette radio. C'est que... Qui n'ont rien à voir, l'un et l'autre. Oui, non, j'ai dit et. J'ai mis un et entre les deux et non pas... je n'ai pas fait le couple entre les deux. Ils n'obéissent pas à la même logique, au même mode de fonctionnement. Mais ils ont tous les deux une possibilité d'être bloquants
dans l'entretien. Et c'est ça que je mets en évidence pour des raisons différentes. Ils peuvent être bloquants dans l'entretien, c'est-à-dire que comme les spectateurs, ici un auditeur peut rentrer, ce sont des parties prenantes. La personne en bas qui m'accueille est une partie prenante. Le type qui ferme le portail en bas est une partie prenante. Donc dans l'entretien qu'est le nôtre aujourd'hui, il y a une foultitude de personnes qui sont des parties prenantes. Si la personne qui est en bas me montre le mauvais étage, jamais on a cet entretien-là. Donc le drone permet de revisiter dans une relation quelles sont les personnes qui peuvent avoir un intérêt pour eux de bloquer la négociation. Dans une transaction, par exemple, de fusion-acquisition, les syndicats sont importants, les familles des salariés sont importants lors d'une délocalisation, les fournisseurs de l'entreprise sont importants, les banques, les experts comptables. Donc en fait, dans la négociation lors d'une fusion-acquisition, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre tous les intérêts des parties prenantes. Donc je fais une sorte de drone qui se balade à l'intérieur et qui permet de dire si celui-là bloque, à votre avis, comment peut-on sortir de ça ? Alors pour ceux qui nous écoutent, il y a 5 scénarios dans votre livre, ce sont des cas pratiques, vous expliquez quelles sont vos stratégies par rapport à ces scénarios. Quel est un bon moyen de terminer une négociation ? Comment on la quitte, une négociation ? Avec un sourire. On ne peut pas se regarder dans les yeux et sourire si ce n'est pas vrai. Donc on sourit et on se regarde dans les yeux. Top là ? À l'ancienne, c'est possible, effectivement. Peu de gens comprennent ça. Puis avec le Covid, peu de gens sont tentés de se taper dans la main, malheureusement. En quoi votre méthode est-elle infaillible ? Parce qu'elle utilise des mécaniques universelles que je n'ai pas créées. Je pense les avoir identifiées et nommées. Et parce que ce modèle-là n'appartient à personne. Il appartient à Dame Nature. Donc il est infaillible parce que les mécanismes n'appartiennent à personne et donc ne sont la propriété de personne, même si certains aimeraient bien les dominer. Et je crois que le monde d'aujourd'hui nous démontre tous les jours que beaucoup de personnes ou de centres d'intérêt aimeraient dominer la pensée. Mais en tout cas, dans une négociation, on est libre. On est libre, on est toujours libre de toute façon de dire oui ou de dire non. Et sinon, c'est notre mental qui nous ment. Donc, elle est infaillible parce qu'elle respecte l'autre aussi. Elle est infaillible parce qu'elle ne se fera pas sans l'accord libre de l'autre. Mais elle ne veut pas dire qu'elle aboutira. C'est ça qu'il faut expliquer. Voilà. Ouais, non, ça ne veut pas dire qu'elle aboutira parce que vous êtes libre de dire non. On n'est jamais certain du résultat à l'avance. Non, mais on est si on suit le process. Jamais certain d'aller au-delà, justement. C'est ça qui est formidable. En tout cas, mon intention, c'est d'aller au-delà de ce que vous croyez que nous obtiendrons quand nous avons commencé à travailler ensemble. Ça, par contre, c'est certain. Mon intention est d'aller au-delà. Quel est le moment dans une négociation où vous savez finalement que c'est bon pour vous ? Quand la personne a signé en bas. La signature n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Comme je disais tout à l'heure avec l'arc, que la flèche, je ne vais pas viser le centre de la cible. Le centre de la cible est une conséquence d'une process. Donc de la même manière, une signature est une conséquence, ce n'est pas un objectif. Ça veut dire que la personne s'est auto-convaincue, puisque je ne peux pas la motiver, que c'était bon pour elle de signer en bas. Éric Blondeau, la suite est dans votre livre, ça s'appelle #Négo. Qu'oseriez-vous négocier si vous n'aviez pas peur ? Votre éditeur chez Plon. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net tranquillement. Chez vous, vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Finalement, ça valait le coup d'attendre, Éric Blondeau. Qu'est-ce que vous avez vous attendre. Ah, oui. Je vous ai attendu un peu. Je ne sais pas. Si, je vous ai attendu. Moi, je vous ai attendu. Moi, je le sais, je peux le dire. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Philippe. Passez un bon moment avec vous. Merci pour votre gentillesse. Merci pour la richesse des informations que vous avez partagées avec nous tous. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.